Et si je vous disais qu'un des films les plus flippants, les plus bruts et les plus viscéraux de ces 30 dernières années n'était ni un film de zombies, ni un film d'horreur classique, mais un film sur la rage. Pas la rage médicale, la rage sociale, la rage humaine. Celle qui t'arrache tout ce qu'il te reste de civilisé quand le monde s'écroule. Parce qu'en 2002, un mec s'est réveillé dans un hôpital et tout a disparu. La ville, les gens, l'espoir. Et là, bam, Danny Boyle, Alex Garland et une poignée d'acteurs inconnus qui te balancent une claque post-apocalyptique, tournée à la caméra DV toute pourrie, mais avec une intensité qu'on n'a presque jamais retrouvée depuis. Salut et bienvenue sur Anacaland pour un nouvel épisode de Cultissime, l'émission qui rend hommage aux films devenus légendes, parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte, et parfois pour une frange minime de la population, mais aujourd'hui on se plonge dans une saga culte qui a marqué le jeune garçon que j'étais, et peut-être vous aussi probablement, et qui a transformé une partie du paysage cinématographique. 28 jours plus tard, c'est le film qui a remis la peur dans la rue, qui a redonné des jambes aux morts et qui a transformé les zombies en sprinters. Simplement des infectés qui hurlent, qui frappent et qui courent. Et au milieu de tout ça, des survivants qui tentent surtout de rester humains. Et 5 ans après, on a eu 28 semaines plus tard, une suite plus ambitieuse, plus spectaculaire, mais aussi un peu plus désespérée. Londres en quarantaine, une famille en miettes, et un prologue qui te détruit en 3 minutes. Si t'as pas crié enfoiré en regardant Robert Carlyle courir, c'est que t'as pas d'âme. Et pendant plus de 15 ans, on a cru que c'était fini. 2 films, une saga culte, un diptyque parfait, ou presque parfait, mais non, parce que le 18 juin 2025, 28 ans plus tard, débarque enfin. Et attention, ce n'est pas la conclusion d'une trilogie, non, c'est le début d'une toute nouvelle saga, un nouveau cycle, une nouvelle ère. Et accessoirement, le film sort le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'est un signe ? Probablement. Et si ce retour est un événement, ce n'est pas juste parce qu'on aime les infectés qui courent vite, c'est parce que cette saga c'est un bijou de tension, de politique, de symbolique, de solitude et de survie. Car l'instinct de survie, justement, c'est le nerf de ces deux films, mais jamais traité de la même façon, jamais simplifié et jamais cliché. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va revenir sur 28 jours, sur 28 semaines et sur tout ce qu'ils ont laissé dans leur sillage, les idées, les traumas, les symboliques, les infectés ou pire encore, les humains. On va parler de mise en scène, de musique, de rage, de sacrifice et de tout ce qui pourrait bien nous attendre dans 28 ans plus tard. Et donc, évidemment, comme d'habitude, avant de plonger dans le sujet, donnez-moi votre avis en commentaire sur ces films et à quel point vous êtes impatient pour la suite. Lâchez également un petit like, c'est crucial pour le référencement, donc merci d'avance. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On approche de l'objectif des 5000 abonnés avant fin juin, et même si j'y crois moyen, ça serait complètement fou de passer le cap le jour de mes 36 balais. Alors lâchez-vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces films, ou quelqu'un qui devrait justement leur laisser une chance, partagez-lui cette vidéo. Et sur ce, c'est parti. Quand 28 jours plus tard sort en 2002, c'est un choc. Pas seulement pour le cinéma d'horreur, mais pour le spectateur. Parce qu'ici, ce ne sont pas les morts vivants qui font peur, ce qui glace le sang, c'est le silence, le vide, le monde sans l'autre. Un mec se réveille dans un hôpital et tout a disparu. La ville, les gens et l'espoir. Le film était écrit par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle. Les deux avaient déjà bossé ensemble sur La Plage, film pas parfait mais assez culte à sa manière aussi. Et ici, ils signent sans doute leur œuvre la plus brute. Alex Garland, on le connaît aujourd'hui pour Ex Machina, Annihilation ou même Civil War sorti en 2024. Et Boyle, lui, c'est Trainspotting en 96, Sunshine en 2007 ou 127 heures, sans oublier l'excellent Slumdog Millionnaire, Oscar et tout le tralala. Mais ici, pas de Bollywood, pas de grand studio, juste une idée forte, un concept simple et surtout un budget modeste, à peine 8 millions de dollars. Mais avec ça, ils font des merveilles. Pour contourner les limites techniques, Boyle adopte un tournage guérilla, littéralement. Tourné très tôt le matin, avec une équipe réduite, il bloque une rue pendant quelques minutes, pas plus, balance Cillian Murphy en tenue d'hôpital au milieu de Londres et tourne tout ça d'une traite. Pas de dialogue, pas de figuration, juste des plans volés à une ville encore endormie. Et ça marche, la caméra DV donne un grain sale, brut, presque documentaire, qui renforce cette impression de cauchemar quasi réel. Et puis, évidemment, je l'ai évoqué, mais il y a le casting des petits nouveaux, à l'époque, qui deviendront des visages ultra connus. Cillian Murphy, évidemment, Oppenheimer et tutti quanti, Naomi Harris et même Christopher Eccleston, futur 9e docteur dans Doctor Who. En militaire, ici, pas franchement recommandable. Ajoutez à ça une campagne marketing intelligente, des placements de produits bien intégrés, et oui, ça aide quand t'as pas de budget, et on obtient un petit miracle de cinéma indépendant. Un film tourné à l'arrache mais qui rapporte près de 83 millions de dollars au box-office, soit plus de 10 fois son budget. Donc un vrai carton et surtout le retour inattendu d'un genre qu'on croyait presque mort. Enfin, pas mort mais souvent nanardesque, lent et un peu moisi.
Dans 28 jours plus tard, tout commence par une séquence presque avant-gardiste. Un groupe d'activistes s'infiltre dans un labo de recherche animale pour libérer des singes cobayes. Bon, déjà, à l'époque, on n'avait pas encore TikTok pour viraliser des vidéos de libération de lapins, donc ce genre d'acte était vraiment marginal. Et pourtant, on est presque dans du véganisme 2.0 ou de l'antispécisme militant, bien avant que ce soit dans le débat public. Sauf que, évidemment, rien ne se passe comme prévu, parce que les singes, là, ils sont infectés par un virus qu'on appelle la rage, ou la furie en anglais. Et quand je dis la rage, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une furie absolue, ultra contagieuse qui te transforme en créature brutale en moins de 10 secondes. Et là, ellipse, cut, écran noir, et 28 jours plus tard, Jim se réveille d'un coma dans un hôpital désert. Pas un bruit, pas une âme, Londres est vide, et nous, on est comme lui, un peu paumé et désorienté, voire même flippé. Jim n'est pas un héros, c'est un livreur à vélo, un mec lambda, pas un ancien militaire, pas un génie en survie, et justement c'est ça qui marche, on peut s'identifier à lui immédiatement. Il découvre ce monde en ruine en même temps que nous. Petit à petit, il croise d'autres survivants. D'abord Selena, badass et lucide, qui a compris que dans ce nouveau monde, l'émotion est un danger. Puis Frank, le bon gars, et sa fille Anna. Un petit groupe bancal, donc, mais humain, fragile et réel. Et ensemble, ils traversent alors une Angleterre en ruine, silencieuse, où les infectés ne sont pas toujours le plus grand danger. Leur objectif, rejoindre un point de ralliement militaire qui promet, sur les ondes radio, sécurité et protection, et même une solution à l'infection. Mais bon, on est dans un film anglais, et déjà pour l'époque, autant vous dire que les promesses, disons qu'elles sont pas souvent tenues. On préfère le réel, voire même le fatalisme, au happy ending. Parce qu'une fois arrivés sur place, ce qu'ils trouvent, ce n'est carrément pas la paix. Ce n'est pas un gouvernement reconstruit, c'est un groupe de soldats paumés, coupés du monde et prêts à tout pour réinventer la civilisation à leur sauce. Et autant dire qu'ils ont une idée très personnelle de ce que ça implique. Ainsi, c'est vrai, il y a des films qui te marquent par leurs effets spéciaux, d'autres par leurs dialogues ciselés, et puis il y a ceux qui te happent avec ce silence, notamment. Ici, pas de jumpscare toutes les 5 minutes, pas de monstres qui surgissent en screamer, pas de BO tornitruante pour te prévenir que attention, ça va faire peur. Non, 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 ce qui te serre la gorge, c'est le vide, un vide immense et presque sacré. Celui d'un monde où il n'y a plus rien, où le silence pèse plus lourd qu'une armée d'infectés. Et, dans ce silence, la musique prend tout son sens. Minimaliste parfois, rampante, presque organique, la bande originale de John Murphy est un véritable chef-d'œuvre en soi. Et surtout, ce morceau devenu mythique, In the House, in a Heartbeat, pas besoin de vous en faire un dessin. La montée est lente, la tension est insidieuse, et quand ça explose, c'est pas juste du sang. C'est de la rage, à l'état brut. Et un petit peu de plaisir pour les oreilles, évidemment. Mais donc pas la rage du virus, celle de Jim, celle de l'humain, poussé à bout et prêt à tout pour survivre. Et cette séquence finale où Jim devient lui-même un monstre, une sorte de créature de l'ombre, et où Selena ne sait même plus s'il est encore un homme, ce moment-là, il est plus glaçant que n'importe quelle attaque d'infecté. Parce que la question qu'on se pose, ce n'est pas est-ce qu'il va mourir, c'est est-ce qu'il reste encore quelque chose de lui. Mais 28 jours plus tard, ce n'est pas que de la tension, c'est aussi des respirations qui sont vraiment les bienvenues, des scènes calmes, presque suspendues, des moments de poésie et de grâce dans l'horreur. Il y a par exemple ce plan sublime d'un avion qui traverse le ciel, au loin. Une image toute simple mais qui dit tout, le monde continue. Sans vous, il y a encore de la vie ailleurs. Mais vous, vous êtes seul, abandonné. Et le film est plein de tableaux magnifiques, des instants picturaux, des lumières chaudes, des routes désertes aux allures d'aquarelle anglaise par exemple. Et puis ce plan si simple mais si puissant, Manchester en flammes, qu'on ne voit pas vraiment mais qu'on ressent, juste en hors-champ. Et ça c'est pas juste un manque de moyens, c'est un choix de mise en scène, rien n'est montré, tout est suggéré. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne. La caméra DV, quant à elle, granuleuse avec un côté brut, presque amateur, donne à chaque image une impression de réel, comme un cauchemar filmé à la va-vite dans le feu de l'action. Et franchement, qui n'a pas pensé à 28 jours plus tard pendant les rues désertes du premier confinement, le masque sur le visage, la ville silencieuse et l'impression d'être dans un monde qui s'est arrêté. Paranoïa, couvre-feu, magasins fermés et gens méfiants. Ce n'était pas désinfecté, mais on n'était pas bien loin. Le film est devenu presque prophétique, et tout ça mène à la vraie question. Pas comment ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Parce qu'au fond, le virus, ce n'est pas ce qu'on croit. La vraie rage, ce n'est pas le virus, c'est ce qu'on devient quand on perd les autres. Et cette phrase résume à peu près tout. 28 jours plus tard n'est pas un film de zombies, ce n'est pas un survival bête et méchant, c'est une fable post-11 septembre, une réflexion sur la solitude, sur la peur de l'autre, sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour rester en vie. Et donc, maintenant qu'on a bien installé l'ambiance, on va pouvoir plonger dans les véritables symboliques. Celles qui font de ce film non seulement un objet de genre, mais un chef-d'œuvre intelligent, dérangeant, politique et surtout profondément humain. Petit aparté avant d'attaquer, je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu ce film. Je m'attendais à des zombies, à du sang, à un bon gros film d'horreur qui tâche, comme on les aimait à l'époque, et j'ai eu du silence, du vrai.
Un mec paumé dans Londres vide, et mon cerveau qui me disait mais attends, c'est quoi ce film? C'est pas du Romero, c'est pas non plus du Michael Bay, mais bim, j'étais accroché, j'avais jamais rien vu de tel. Et même aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, il y a encore des plans qui me fascinent. Alors ok, on a parlé de la mise en scène, de la DV granuleuse, de la musique qui t'arrache les tripes, mais maintenant on passe à ce qui fait vraiment la force du film. Parce que derrière les infectés qui te hurlent dessus comme dans un cauchemar éveillé, se cache un propos bien plus profond, plus politique, plus dérangeant. Le genre de truc que tu ne vois pas forcément au premier visionnage, surtout quand t'as 13 ans, mais qui te colle à la peau longtemps après. L'un des premiers thèmes évidents, c'est comme je disais la solitude. Jim, seul dans la capitale, vide, sans repères, sans voix humaine. C'est l'isolement total. Et très vite, tu comprends que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du genre humain, et notamment du lien. Un monde sans l'autre. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus flippant. Mais le plus glauque, c'est que le film aurait pu s'arrêter là. Survivre, fuir, affronter des infectés, classique, certes, mais non. Boyle et Garland vont beaucoup plus loin. Parce que quand le groupe arrive dans une base militaire et qu'on croit que leur salut est là, on découvre autre chose. La société s'est plus ou moins reformée, mais elle est pire que ce chaos. Un monde dirigé par des soldats, livrés à eux-mêmes, qui veulent repeupler la civilisation en organisant des yoles. Avec, littéralement, nous avons besoin de femmes pour redémarrer la civilisation. Au moins c'est clair et net, pas de chichi. Et là, on comprend, ce n'est pas la civilisation, c'est la possession, le pointage érigé en projet social. La vraie barbarie n'est pas du côté des infectés, elle est dans les ruines du pouvoir. Et parlons-en justement de ces infectés, ce ne sont pas des zombies classiques, ils ne sont pas morts, pas encore. Ils ne mangent pas les gens, mais ils les détruisent, les réduisent en bouillie. Ils sont animés par une seule chose, la rage, la colère. Et ce virus-là, ce n'est pas juste une morsure qui te donne, c'est la société, c'est l'environnement, c'est ce que tu deviens quand tu perds tout, ta famille, tes repères et ton humanité. Le film commence d'ailleurs avec un acte de compassion extrême. Des activistes libèrent des singes de laboratoire. Mais les singes ont été exposés à un virus et à des vidéos violentes, humaines, des horreurs de notre propre monde. Et c'est de là que symboliquement vient la contamination. En somme, ce ne serait pas un virus venu de nulle part. C'est un reflet, un retour de bâton, comme si notre propre violence sociétale avait fini par nous revenir dans la gueule. Le virus, c'est la colère collective. Cette rage, c'est pas juste un symptôme, c'est une métaphore de la colère sociale, de la peur, du repli et du chaos humain. Et ce n'est pas un hasard si 28 jours plus tard sort en 2002, juste après le 11 septembre, dans un climat mondial de paranoïa, de crise de confiance et de haine qui enfle de jour en jour. Le parcours de Jim, c'est quasiment aussi un miroir magnifique. Au début, il est paumé, innocent, et à la fin, il devient par la force des choses un prédateur. Il tue, il traque et il hurle pour protéger ce qui lui est cher. Et Selena elle-même ne sait même plus s'il est encore humain. Ça pose donc la question de c'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'on devient quand on n'a plus de loi, plus d'espoir? Jim devient alors ce qu'il déteste pour protéger ceux qu'il aime, mais à quel prix? Et entre les lignes, le film oppose aussi deux modèles. Frank, figure paternelle bienveillante, protecteur et humain, et le Major West autoritaire, dominateur, viril mais sans empathie, deux visions de la survie, de futurs possibles, l'un basé sur l'entraide et l'autre sur la domination. Et bien sûr, devinez lequel survit, ou en tout cas avant qu'il ne trouve plus déterminé que lui-même. Enfin, une des symboliques qui m'a toujours fait kiffer dans ce film, c'est celle des chevaux. Un moment onirique, un peu hors du temps, avec le groupe qui tombe sur une famille de chevaux, qui galopent en liberté dans un champ. Et là, on respire un petit peu. Sur le moment, on se dit, tiens, un peu de poésie, c'est tout. Mais en vrai, il y a beaucoup plus que ça. Déjà, une image de liberté et d'innocence, mais aussi de continuité, la vie continue sa route. Et puis, plus important encore, ils sont 4. 2 adultes et 2 petits, 2 à la robe noire et 2 blanches, presque monochromes, comme pour contraster avec les couleurs du monde qui continuent de vivre autour d'eux. Mais si t'es un peu tordu, comme moi, tu penses direct aux 4 cavaliers de l'apocalypse, la mort, la peste, la guerre et la famine. Alors ok, pas de cheval vert fluo ou rouge ici, mais l'idée est là, une image de la fin du monde, incarnée par la nature elle-même. Et c'est ça aussi la force de ce film, même ses silences nous parlent, même ses respirations nous annoncent la suite. Car si on reste dans les faits, ils sont 4, mais seulement blancs et noirs. Donc représentant de la mort et de la peste, la maladie. Donc une représentation évidente, criante de ce virus destructeur. Et puis toujours dans cette vision du destin, plus ou moins, il y a ce truc atroce avec Frank. Ce gars bien, ce père modèle, gentil et ouvert, on croit évidemment qu'il va s'en sortir. Mais non. Alors que la base militaire, leur objectif est déserte, il perd espoir et se laisse aller à la colère. Tiens donc. Il tape même sur un poteau pour projeter cette frustration sur le corbeau qui le nargue juste là. Et une goutte de sang lui tombe dans l'œil, le transformant en monstre. Littéralement 30 secondes avant que les soldats arrivent. Du coup, karma ou destin tragique. En tout cas, c'est une des morts les plus frustrantes de ce film. Et pour finir, à la fin, il y a ce message « Hello » dessiné dans le champ. Clin d'œil à ce « Hell » vu juste un peu plus tôt, une sorte de transition, une bascule de l'horreur
faire l'espoir. Mais pour le coup, un espoir calme, fragile, presque naïf. Un retour à la paix, à la nature, à la simplicité. Une ambiance presque à la petite maison dans la prairie. Comme si, finalement, la survie de l'espèce ne dépendait pas des armes ou des barricades, mais d'un petit peu d'amour. Et d'un simple drap blanc tendu dans un champ. Et c'est ça qui rend 28 jours plus tard vraiment culte. Pas juste parce que les infectés courent vite, pas juste parce qu'il a relancé le genre à bout de souffle, mais parce qu'il raconte en creux l'effondrement moral, l'animalité humaine, la peur de l'autre, la soif de lien et cette violence sourde qu'on porte tous en nous et que rien suffit à libérer. Un film poétique, un peu fou, beau et surtout cruel. Ainsi, 28 jours plus tard, c'est pas juste un bon film d'horreur ou post-apo, c'est une secousse dans le paysage du cinéma de genre. À sa sortie en 2002, le film remet le post-apocalyptique sur la table, et pas n'importe comment. On est loin du blockbuster saturé en CGI, loin des explosions à la chaîne. Ici, on a un film sec, humain, brut, qui utilise la fin du monde comme un révélateur de notre propre société. Et ce n'est pas un hasard, le zombie, à la base, c'est Romero. Et Romero, déjà à son époque, il s'en foutait des monstres. Ce qu'il voulait montrer, c'était le consumérisme, la société de masse, le capitalisme dévorant. Les zombies, c'était nous, mais un petit peu morts à l'intérieur. Boyle, lui, a fait la même chose, mais à sa manière, un peu plus intime et plus radicale. Il prend la rage, la colère, la solitude et il en fait un virus. Pas un virus scientifique, non, un virus moral, un virus social. Et ça, forcément, ça inspire. Et après le film, il y a véritablement eu une vague qui a déferlé. The Walking Dead arrive en 2010 et reprend à fond l'idée que le vrai danger, c'est les survivants. The Last of Us, lancé en 2013, ou la série en 2023, est quasiment un héritier direct de 28 jours plus tard. Même ambiance, même solitude et même contamination émotionnelle. Tout comme avec La Route, en 2009, adaptation de McCarthy, qui pousse encore plus loin l'angoisse post-effondrement. Et même World War Z, pourtant plus hollywoodien, reprend le principe d'infecté rapide et contagieux, une idée encore impensable avant 28 jours plus tard. Et puis, soyons honnêtes, en face il y avait Resident Evil. Alors, ok, oui, plaisir coupable, j'avoue, mais on est plus proche du clip de boîte de nuit que d'un commentaire social. Boyle, lui, livre un véritable film d'auteur, nerveux, réaliste et presque prophétique, comme on l'a tous remarqué en 2020. Et forcément, un tel succès, aussi bien critique que public, ça donne des idées. Le film a coûté 8 millions et en a rapporté plus de 80. Il relance tout un genre et il devient culte. Alors forcément, le studio ne peut pas s'arrêter là. 5 ans plus tard, en 2007, une suite voit alors le jour, avec une nouvelle équipe, un nouveau style et une autre forme de cauchemar. Cinq ans après le choc a été 28 jours plus tard, une suite débarque. Et forcément, les attentes sont énormes. Le film original est devenu culte, a cartonné au box-office, a relancé l'intérêt pour tout un genre, donc les studios en veulent plus. Alors, plus gros, plus fort, plus rentable. Et c'est là qu'on sent très vite le virage. Cette fois, Danny Boyle ne réalise pas. Il reste à la production, tout comme Alex Garland. Mais c'est Juan Carlos Fresnadillo qui prend les commandes. Et ça change beaucoup de choses. Pas forcément en mal, mais c'est quand même pas le même ADN. Perso, ce film ne m'a jamais vraiment satisfait. À mon premier visionnage, j'étais plein d'espoir, en bon fan du premier film. Et même aujourd'hui, avec du recul, il y a un truc qui ne prend pas vraiment. Et pourtant, il regorge de très bonnes idées, de séquences brillantes, de concepts passionnants, mais l'exécution, elle n'est clairement pas au niveau. 28 semaines plus tard, c'est un film plus gros, clairement plus américain, dans le ton, dans la forme et dans l'approche, plus spectaculaire aussi, mais également plus désespéré, plus froid et parfois même plus cruel. Et on sent la différence dès le casting. Robert Carlyle, génial comme toujours, offre une performance ultra marquante. Mais il est là à peine 20 ou 30 minutes. Heureusement, il porte tout le début du film à lui tout seul. Et cette intro, pour le coup, une véritable pépite. Un condensé de tension, de lâcheté et de survie pure. Sans doute l'un des meilleurs prologues du cinéma d'horreur à mon humble avis. Mais après ça, le reste du casting, même s'il est solide, Jeremy Renner, Idris Elba, Rose Byrne ou même Imogen Poots, ne dégage pas vraiment l'intensité du premier film. Peut-être parce que trop propre, trop maîtrisé ou trop pro, tout simplement. Là où le premier misait sur un casting inconnu, ici on sent le casting calibré, la production internationale. Et du coup, on perd un peu ce côté humain, ce flou, ce grain et cette vérité crue. Même dans la mise en scène, ça se voit, la caméra DV, crade, est remplacée par une image fluide, stabilisée et presque clinique parfois. Le film gagne certes en lisibilité, mais perd en impact viscéral. Et pourtant, 28 semaines plus tard reste passionnant à analyser, parce que si 28 jours plus tard racontait la chute, 28 semaines plus tard, lui, raconte la reconstruction.
Enfin, ce qu'on appelle reconstruction, quand on colle une armée sur des ruines, qu'on reconfine des survivants dans une zone quadrillée de barbelés et qu'on leur promet un avenir, tout en les tenant sous surveillance permanente. Avec des militaires armés jusqu'aux dents, des décisions logistiques difficiles mais nécessaires, et l'espoir, encore une fois, ne tient qu'à un fil. Un regard, une erreur, une goutte de salive, et tout repart de zéro. On n'est plus dans une Angleterre déserte, on est dans une capitale verrouillée, sous contrôle américain. Une zone verte façon post-guerre ultra sécurisée et ultra surveillée. Les réfugiés reviennent doucement, on leur dit que tout est sous contrôle, que c'est fini. Mais évidemment, spoiler, c'est pas fini. Loin de là. Car on peut pas reconstruire sur les ruines d'un traumatisme sans traiter la cause, sans écouter les erreurs du passé. Et dans ce film, les erreurs, elles sont partout. Et elles vont coûter très cher. Ici, cette fois, on commence avec un prologue. Et quel prologue, encore une fois? Un petit groupe de survivants planqués dans une maison isolée, tout est calme, trop calme. Et là, un gamin débarque, seul, paumé, effrayé. Et franchement, qui aurait le cœur de lui fermer la porte au nez? Pas eux, clairement. Et c'est là la première erreur du film, parce que ce gamin est poursuivi par une horde d'infectés. Et très vite, l'attaque, violente, foudroyante et inarrêtable. Et là, Robert Carlyle, alias Don, un père, un mari, tente de faire au mieux, mais il laisse sa femme derrière lui, et fuit pour survivre, assistant alors à sa mort au loin. Mais clairement, il faut le dire, avant de se barrer, il lui avait dit de ne pas aider le gosse. Il voulait qu'elle fuit avec lui. Alors ouais, c'est moche, mais est-ce qu'il aurait dû se sacrifier juste pour être solidaire? Est-ce que survivre dans ce monde-là, c'est pas déjà une trahison? Et pendant qu'on se dit que ça démarre déjà très fort et qu'on rumine ça, il y a un mec qui se fait littéralement broyer dans les hélices d'un bateau. Voilà, l'ambiance est posée. Le film nous regarde droit dans les yeux et nous dit « Ici, personne ne sera épargné ». Puis, coupe, ellipse, 28 semaines plus tard, et quelques explications. Déjà, ça désamorce un petit peu le truc. Les infectés sont morts de faim, et la civilisation tente alors de revenir sur l'île. Le Royaume-Uni est en reconstruction. Enfin, reconstruction, comprendre ici zone ultra militarisée sous supervision américaine. On suit alors deux gosses, Tammy et Andy, les enfants de Don. Ce père fuyant, pourtant dans l'adoration de ses enfants, ce mari qui n'a pas tenu bon, et qui, spoiler, va en payer le prix. Mais au final, encore une fois, s'il était mort, les gosses seraient seuls aujourd'hui. Les enfants décident alors d'enfreindre les règles. Évidemment, ils quittent la zone sécurisée pour récupérer des souvenirs de leur maman, compréhensible mais clairement inconscient. Et là, surprise, elle est vivante, mais infectée, enfin porte-saine, ce qui est bien pire. Elle est immunisée, et certes Andy aussi apparemment car ils ont la même mutation génétique, mais voilà, c'est là que tout bascule, parce que Don, rongé par la culpabilité, retrouve sa femme, et dans un moment d'amour, de désespoir, de pardon, il l'embrasse, littéralement, un bon gros French kiss. Et à travers elle, il récupère alors le virus. Ainsi, avec un simple baiser, un geste humain, toute illusion de contrôle militaire explose. Et ce qui recommence cette fois n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu dans le premier film. Londres est désormais verrouillée, surarmée, quadrillée par des drones, des snipers, des détecteurs thermiques, et j'en passe. Mais tout ça ne suffit à rien, parce que le virus, lui, n'a pas besoin de porte ouverte, il se propage par les gens. C'est pas juste un nouveau chaos, c'est le même chaos dans un contexte encore plus fragile, encore plus contrôlé et encore plus déshumanisé. Donc, il n'avait aucune chance. Et c'est donc ça la grande thématique du film, la tension permanente entre survie et culpabilité, entre ce qu'on est prêt à faire pour rester en vie, et ce qu'on est obligé d'endurer quand on a abandonné quelqu'un derrière soi. Et comme je le disais plus tôt, donc fini la caméra DV crade, l'image documentaire, ici on passe à un style plus cinématographique. La mise en scène est plus fluide, plus propre et plus pro. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Parce que si certaines séquences sont vraiment impressionnantes, d'autres sentent un peu la feinte visuelle. Plan à l'épaule ultra mouvant, zone sombre mal éclairée, caméra qui tourne sur elle-même sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et là, désolé, mais on n'est plus dupe. Autant dans le premier film, ses choix s'expliquaient et servaient le propos, autant ici, ça ressemble parfois à du bricolage déguisé en style nerveux. Alors oui, peut-être qu'ils ont voulu coller à l'esthétique du premier film, pourquoi pas, mais avec un budget de 15 millions, on était en droit d'attendre mieux. Ou alors vraiment pareil, mais pas pareil en moins bien. D'ailleurs, ce budget, il a clairement été investi dans un casting plus solide, plus bankable, mais peut-être un peu moins incarné plutôt que dans une production design de qualité. Même si c'est vrai que les centaines de litres de faux sang, ça coûte aussi un rein. Et le résultat, c'est que 28 semaines plus tard a donc coûté plus cher que le premier, mais a rapporté beaucoup moins, seulement 65 millions au box-office. Contre 83 pour l'original. Mais revenons d'abord à la mise en scène, parce qu'il faut le dire, le film est plus gore, plus explicite, plus frontal dans sa violence. On y voit des gens cramer, exploser et se faire hacher menu. C'est brutal, mais est-ce que c'est plus puissant? Pas forcément. Le choc visuel est là, certes, mais la charge émotionnelle, elle, reste quand même en retrait. Et c'est pas parce qu'on fout des gosses que forcément on va plus pleurer.
Cela dit, certaines séquences restent dantesques. L'intro, j'en ai déjà parlé, mais un véritable uppercut. La scène du pont aussi, une petite descente aux enfers. Des civils paniqués, piégés, mitraillés sans sommation, du feu, du sang, des hurlements, et des militaires qui perdent totalement le contrôle. Et une fois encore, le vrai chaos ne vient pas des infectés, il vient de l'humain. Des ordres absurdes, des décisions stratégiques en carton et de la peur institutionnelle de la foule. Mais bon, là, je ne vous apprends rien, suffit d'allumer les infos pour voir que la bêtise humaine n'a rien de fictif. Et puis, il y a quand même ce truc un peu beaucoup frustrant dans ce film, les incohérences. Pas juste des petits détails, non, mais de vraies ruptures dans l'immersion. Genre, enfermer des civils paniqués dans une salle sans issue, avec une porte en papier mâché qui saute au premier infecté. Vraiment, on dirait une mission ratée dans un mauvais jeu vidéo. Ou Andy, le gosse qui reste planté au milieu des infectés sans se faire attaquer. C'est quoi ça? On se croirait presque dans la saison 2 de The Last of Us. Ou encore, la fin, dans le champ, les infectés mettent littéralement 45 minutes à débarquer alors qu'ils sont censés capter le moindre bruit, à des kilomètres, mais pas celui de l'hélico. Là encore, pourquoi? Comment? Mystère. Et puis il y a un autre sujet peut-être plus important encore, le ton du film. Parce que oui, 28 semaines plus tard glissent parfois des traits d'humour noir, des remarques un peu crues parfois sur les femmes, sur les noirs, et clairement aujourd'hui ça ne passerait plus, et c'est bien ça le problème. Parce que, perso, je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait pouvoir, encore aujourd'hui, rire de tout. Pas n'importe comment, évidemment, pas pour blesser, mais quand c'est cohérent avec un personnage, un contexte, une situation, alors oui, même l'humour limite a sa place. Et dans ce film, clairement ça colle. C'est un contexte militaire, brutal, viril et tendu, c'est pas propre, c'est pas lissé, c'est le monde tel qu'il est, ou tel qu'il était en tout cas. Et c'est triste de se dire que ce genre de choses, aujourd'hui, ne pourrait plus être montré sans polémique. Parce que ce type d'humour, c'est aussi une façon de désamorcer la peur, de survivre émotionnellement, de rendre crédible un univers. Prenons Rose Byrne par exemple, médecin militaire, sérieuse et compétente, mais parfois on l'a réduit à son côté sensible, comme si c'était une faiblesse. Alors oui, aujourd'hui ce serait tout de suite qualifié de sexiste, mais dans le film ça a du sens. Ou même les blagues sur le pilote d'hélicoptère qui est noir et qui s'amuse juste avec son pote. Mais Rose Byrne est la voix calme, humaine, au milieu d'un monde dominé par des gars bourrés de testostérone, de fusils et d'ordres absurdes. Des soldats bourrins, là où elle, scientifique, tente de chercher des solutions à plus long terme. Elle incarne un peu la compassion dans une structure inhumaine. Et de l'autre côté, on a Tammy, la jeune ado. Pas le rôle le mieux écrit de la décennie, clairement on va pas se mentir, mais elle apporte des éclats de sincérité, de fragilité et une résonance émotionnelle bienvenue dans un film qui, par ailleurs, se complaît souvent dans le froid et la distance. Mais bon, on reste quand même très loin du quatuor du premier film où chaque personnage vibrait, évoluait et nous marquait. En gros, 28 semaines plus tard est plus lisse, plus technique, plus grand public, mais aussi plus sec, plus désabusé et peut-être, au fond, plus nihiliste. Et donc moins profond, moins brillant et donc moins sympa. Ce deuxième volet, ce n'est pas juste une suite, c'est une critique frontale du pouvoir militaire, de la logique sécuritaire poussée à l'extrême, et surtout de notre incapacité à tirer des leçons du passé. Et ça, clairement, il faut vraiment le répéter. On est en 2007, les États-Unis sont toujours englués en Irak, les drones sont devenus la norme, la guerre est propre, à distance, téléguidée depuis des bunkers. Et le film ne fait même pas semblant de cacher son sous-texte. Quand on essaie de reconstruire le monde à coups de fusil, on peut finir par le détruire encore plus vite. Dans 28 semaines plus tard, les civils ne sont pas vraiment sauvés, ils sont surveillés, canalisés, étiquetés, exploités et même exécutés si besoin, par précaution ou par automatisme, par procédure bête et méchante. La reconstruction est une illusion. Le district 1, censé être une zone verte modèle, ressemble plus à une prison sous haute surveillance qu'à un véritable refuge. Et ce qui revient là encore, c'est le vide émotionnel, les ordres absurdes, les civils sacrifiés, les militaires désorientés et extrêmes, tout comme celui qui obéit ou celui qui désobéit. Et c'est là qu'arrive l'un des plus beaux dilemmes moraux du film, parce qu'un soldat, un seul, ose désobéir à la chaîne de commandement. Il choisit l'humanité et la compassion. Il aide deux enfants à s'échapper contre les ordres et contre le système. Mais ce geste de bonté va littéralement condamner l'humanité. C'est ballot. Surtout que même après sa mort, son ami continue sa mission. Il honore la volonté du soldat désobéissant et fait alors sortir les deux enfants de l'île, l'un d'eux étant un porteur sain, comme sa maman. Donc, la vraie question est la suivante. Est-ce que faire le bien ou ce qu'on croit être le bien dans l'instant, c'est toujours le meilleur choix sur le long terme? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt tenter de séparer ce qu'on ressent comme juste de ce qui est juste tout court? Et donc, au cœur de tout ça, il y a évidemment une famille, ou plutôt ce qu'il en reste. Robert Carlyle, qui incarne Don, un père de famille et un mari aimant, un survivant et surtout un homme faillible, donc un petit peu lâche. Il abandonne sa femme, sauve sa peau, et il vit avec cette culpabilité tenace. Mais là encore, le film nous met face à nous-mêmes. Et vous auriez fait quoi à sa place? Vous seriez resté? Vous seriez mort avec elle? J'en suis pas sûr. Le film explore avec finesse les conséquences des erreurs du passé. Don pense avoir perdu sa femme, et finalement il la retrouve vivante,
mais porteuse d'un virus dormant, mi-humaine et mi-dangereuse. Et c'est donc là que ça devient fascinant, parce que ce virus, cette fois, n'est plus seulement une malédiction, c'est un outil narratif, presque une métaphore, mais un petit peu différente du premier film. Alice, la mère, est porteuse saine, elle ne présente aucun symptôme, si ce n'est qu'elle est un peu traumatisée. Mais elle est extrêmement contagieuse, elle devient alors le chaînon manquant, l'espoir d'un vaccin, mais aussi la nouvelle bombe biologique. Donc une notion d'équilibre entre espoir et fatalité. Et en plus, le film ne répond pas clairement. A-t-elle embrassé son mari en sachant qu'elle était dangereuse? Était-ce un geste de pardon, de l'amour pur ou une vengeance inconsciente? Ou encore, a-t-elle voulu le contaminer pour reformer sa famille? Ou n'était-elle tout simplement pas au courant? Et Don, une fois infecté, change, mais pas complètement, ce qui est plutôt intriguant. Contrairement aux infectés classiques du premier film et même ceux qu'il contamine lui-même, lui semble conserver une forme de conscience. Il traque par exemple sa famille, et pas au hasard, mais il veut véritablement les retrouver. On a presque l'impression qu'il cherche à réparer, à recréer ce qu'il a détruit. Comme si contaminer ses enfants c'était sa façon tordue de redevenir un père, une famille unie mais dans la rage. Et là, pour finir, le film nous balance une dernière réflexion en pleine face. Le virus n'est peut-être pas la fin de l'humanité, mais c'est l'humain qui est peut-être la fin de tout. Parce qu'au fond, dans cette saga, ce ne sont jamais les infectés les vrais monstres. Ce sont ceux qui prennent les décisions, ceux qui croient faire le bien, ceux qui pensent pouvoir tout contrôler. Les pensées comme les individus, ceux qui agissent par peur, par amour ou par orgueil, ou par hypocrisie évidemment. Et à chaque fois, c'est l'humanité elle-même qui sabote l'humanité. 28 semaines plus tard, c'est donc moins poétique, moins onirique et moins subtil que son prédécesseur, mais c'est plus frontal, plus dur et plus pessimiste. Là où 28 jours plus tard se terminait sur le mot Hello, une sorte de lueur d'espoir, une respiration, ici c'est carrément le néant, et l'annonce d'un chaos encore plus grand. Une course-poursuite dans un tunnel, des cris, du sang, du feu, un silence, et puis boum, la tour Eiffel, et c'est déjà trop tard. Le récit est moins intime aussi, car il y a déjà plus de personnages et moins de moments suspendus, moins de silences qui disent tout. Le film est plus large et plus brillant, mais aussi moins viscéral parfois. Et pourtant, ce deuxième volet est inoubliable, parce qu'il ne nous caresse jamais dans le sens du poil, il ne cherche pas à nous consoler ou quoi que ce soit. Il nous dit clairement, tu veux reconstruire? Très bien. Ok, mais t'as compris pourquoi ça s'est effondré la première fois? Et si la réponse est non, alors tu ne reconstruis rien, tu prépares juste le prochain effondrement. De plus, la symbolique de la fin ouverte est puissante. Le virus est finalement propagé, il a quitté l'île de Bretagne. Il est arrivé en France, sur le continent, et le cycle recommence. Mais en pire, car ici, aucune frontière naturelle ne pourra plus les arrêter. Et là, le film nous laisse avec une idée un peu dérangeante. Peut-être qu'on est juste condamné à répéter les erreurs, à ne pas apprendre et à contaminer le monde avec justement nos erreurs. Donc une morale très puissante pour ce film parfois juste sympa. Mais j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, le film n'a pas connu le destin qu'il espérait. Malgré un budget plus conséquent, un casting plus prestigieux et une ambition internationale, 28 semaines plus tard a moins bien marché que le premier. 15 millions de budget, à peine 65 millions au box-office mondial contre 83 pour l'original, qui avait déjà coûté presque 2 fois moins cher. Donc pas un flop, pas vraiment au vu de son budget, mais pas suffisamment pour lancer la fameuse suite qu'on attendait tous à l'époque, 28 mois plus tard. Projet abandonné qui devait probablement se dérouler en France suite à la scène finale bien mystérieuse devant la tour Eiffel. Preuve, là encore, que le succès d'un film ne dépend pas d'un plus gros casting, ni d'un budget plus gras, chose que les sorties récentes prouvent de plus en plus, mais bien du talent de son scénariste, de la vision de son réalisateur et de l'impact réel de l'œuvre sur le monde. Mais voilà, on y est enfin, presque 20 ans après, en 2025, et le virus revient. Cette fois, ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité, et le film sort pile le 18 juin 2025, soit, accessoirement, comme je l'ai déjà dit, le jour de mon anniversaire. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors forcément, on va conclure cette vidéo par une plongée dans l'attente, les théories, les promesses et ce que cette suite qu'on n'osait presque plus espérer pourrait réellement nous raconter. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. En conclusion donc, une saga, 2 films et pour l'instant, aucun de trop. 2 films devenus ultra cultes et j'ose dire le mot cultissime. Alors oui, je vous l'ai dit, je préfère 1000 fois le premier et je sais que je suis loin d'être le seul. Mais si pour vous c'est 28 semaines qui vous a retourné le cerveau, franchement, dites-le en commentaire. Argumentez, envoyez vos ressentis, vos scènes préférées, ça m'intéresse toujours énormément de voir comment une œuvre peut résonner différemment selon chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que cette saga a changé le genre, elle l'a tordu et même sublimé. Elle a injecté de la rage dans le mythe du zombie et de l'humain dans l'apocalypse. Et maintenant, après des années de rumeurs, de projets avortés, de on verra, de peut-être, c'est enfin officiel. 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle, à nouveau, et écrit par Alex Garland, à nouveau sort le 18 juin 2025, mon petit cadeau ultime. Et tout
absolument tout annonce un retour monumental. Déjà, la démarche est folle, le film est tourné entièrement à l'iPhone. Mais pas pour faire le buzz, pour retrouver cette esthétique brute, urgente ce côté caméra dans ta gueule du premier film. Et en même temps, un budget annoncé de 75 millions de dollars, donc autant dire un mélange entre le do-it-yourself du début et la puissance de feu d'une prod moderne. Même la bande-annonce, diffusée en décembre dernier, a mis tout le monde d'accord. Plus ou moins, notamment grâce à son extrait de bande sonore, atmosphère étouffante, narration poétique, images glaçantes, une ambiance qui fait autant rêver qu'elle fait froid dans le dos. Le casting lui aussi donne très envie, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et apparemment un duo mère-fils au cœur du récit, isolé dans une communauté coupée du monde. Encore une fois, l'intime est remis au cœur du chaos, et j'ai clairement hâte. Et Cillian Murphy alors? Pas de retour à l'écran, pas encore, mais il est producteur exécutif, et rien que ça fait plaisir. Et même selon plusieurs sources, il pourrait bien revenir dans les suites. S'il survit encore 20 ans dans ce monde-là, franchement, bravo Jim. Car au-delà du retour d'un univers, c'est surtout le lancement d'une nouvelle trilogie. Oui, trilogie. Le deuxième film, 28 ans plus tard, The Bone Temple, est déjà en production, réalisé par Nia DaCosta, qui, pour le coup, sa carrière me hype un peu moins. Mais bon, on verra. Sortie prévue, janvier 2026, donc vraiment dans pas longtemps. Et un troisième opus est déjà en préparation, conditionné évidemment au succès du premier. Alors, pour ce nouveau film, on se pose des questions. Beaucoup de questions. Comment les infectés ont-ils survécu aussi longtemps? Eux qui meurent en quelques semaines sans nourriture. L'infection a-t-elle muté? Le virus est-il encore humainement contrôlable? Et surtout, qu'est-ce qu'on va raconter maintenant, 28 ans plus tard? Parce que l'humanité s'est forcément reconstruite d'une certaine façon. Et donc, il ne sera plus question de juste l'effondrement, ni même de la reconstruction, ce sera la nouvelle normalité. En tout cas, moi, clairement, je suis ultra curieux. Et si ce film ne serait-ce qu'à moitié à la hauteur de ses promesses, on pourrait bien tenir un retour d'envergure. Et un vrai, pas une nostalgie creuse, un film qui a vraiment quelque chose à raconter. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, à vous abonner et à partager la vidéo à quelqu'un qui lui aussi a adoré ou devrait adorer ces films. Allez aussi jeter un œil aux autres épisodes de Cultissime, si ça vous dit, et moi je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.